On a tous connu ça, hein, envoyer un CV et avoir l'impression de le jeter dans un trou noir, sans jamais savoir ce qui se passe de l'autre côté. C'est vrai que le recrutement d'entreprise, ça peut paraître super opaque. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est ouvrir ensemble le manuel du recruteur. On va décortiquer vraiment étape par étape comment les boîtes s'y prennent pour trouver et surtout choisir la personne idéale pour un poste. Allez, on y va ? Et pour commencer, il y a cette idée qui est absolument fondamentale. Pour une entreprise, recruter, ce n'est pas juste cocher une case ou remplir un poste vacant. Non, c'est un investissement, un vrai investissement stratégique. En fait, chaque nouvelle personne qui arrive, c'est un pari sur l'avenir. Et quand on voit les choses comme ça, eh bien, on ne cherche plus seulement à combler une chaise vide. On cherche un futur leader, un innovateur, bref, quelqu'un qui va aider l'entreprise à grandir. Et rien que cette idée, ça change absolument tout le processus. Mais avant de plonger dans le recrutement pur et dur, il faut qu'on prenne une seconde pour comprendre le terrain de jeu. Je veux parler des ressources humaines, les fameux RH. Pour beaucoup de gens, les RH, c'est juste la paperasse, les contrats, les fiches de paie, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Et pour vraiment piger comment on recrute aujourd'hui, c'est essentiel de voir d'où vient cette fonction. Et justement, quand on regarde l'historique, c'est assez fascinant de voir l'évolution. Au départ, au 19e siècle, c'était très simple. Il fallait juste gérer la main-d'œuvre. Point. Puis, petit à petit, les cadres légaux sont apparus. Et après la guerre, là, il y a eu un déclic. On a enfin compris un truc crucial. La motivation des gens, ça a un impact direct sur leur performance. Et c'est depuis les années 70 que tout a vraiment basculé. La fonction a complètement muté. D'une simple administration du personnel, c'est devenu une gestion stratégique des talents. Un vrai partenaire de la direction. Ok, maintenant qu'on m'a posé le contexte, on peut s'attaquer au cœur du sujet, le recrutement. Et attention, ce n'est pas du tout un acte isolé, un truc qu'on fait à la va-vite. Non, c'est un vrai parcours, très structuré, très réfléchi, qui se déroule en plusieurs grandes phases bien distinctes. Alors, cette feuille de route, elle se fait en 3 temps. D'abord, il y a la préparation. Ça, c'est l'étape un peu invisible, mais elle est absolument cruciale. C'est là qu'on définit le besoin. Ensuite, on passe à la recherche, la fameuse chasse au talent. Et pour finir, l'étape sans doute la plus délicate, la sélection. Et c'est justement sur ces 2 dernières phases, la recherche et la sélection, qu'on va se concentrer. Allez, on attaque la 2e phase, la recherche. Le besoin est défini, le profil est clair. Maintenant, la question c'est comment on fait pour trouver les bons candidats. Eh bien, c'est à ce moment-là que les recruteurs lancent leur filet. Et comme on va le voir, il y en a de toutes sortes. Évidemment, on ne choisit pas sa méthode au hasard, ça dépend de plein de facteurs. Pour un poste junior, par exemple, une simple annonce classique, ça peut très bien faire l'affaire. Mais pour un profil très rare, très spécifique, là, il faut sortir l'artillerie lourde. On va faire appel à un cabinet de chasseurs de tête ou même pratiquer ce qu'on appelle le débauchage. Le débauchage, pour le dire clairement, c'est aller piquer un talent directement chez la concurrence. C'est la méthode la plus frontale et elle est souvent réservée aux postes vraiment stratégiques. Bon, ça y est, les filets sont remontés. Et là, l'entreprise se retrouve avec une pile, que dis-je, une montagne de candidatures. La question devient alors cruciale. Comment on fait pour trouver la perle rare au milieu de tout ce bruit ambiant ? Et c'est précisément là que le vrai travail de sélection commence. Entre la montagne de CV et la signature du contrat, il y a cette étape qui est sans doute la plus critique de toutes. Alors voyons un peu comment les recruteurs s'y prennent pour essayer de ne pas se tromper. Le tout premier filtre, évidemment, c'est le CV. Et il faut savoir qu'un recruteur passe en moyenne moins de 10 secondes sur un CV. C'est ultra rapide. Alors qu'est-ce qui va attirer son œil ? Les chiffres, les résultats concrets, pas une simple liste de tâches. Et à l'inverse, un CV brouillon, mal présenté, c'est un aller simple pour la poubelle, direct. En fait, la clarté du CV, c'est la toute première compétence qui est testée bien avant le premier mot échangé en entretien. Mais attention, le CV, ce n'est qu'une porte d'entrée. Une fois ce premier tri effectué, pour évaluer un candidat de manière complète, les recruteurs utilisent une sorte de grille de lecture qui va bien au-delà de la simple liste d'expériences. En gros, ils cherchent à évaluer 3 dimensions clés. Et cette fameuse grille de lecture, c'est le concept des 3 savoirs. C'est un point vraiment central. D'un côté, on a le savoir, ça, ce sont les connaissances, les diplômes. Ensuite, le savoir-faire, c'est la compétence pratique, ce que la personne sait faire concrètement. Mais la vraie clé, de plus en plus, c'est le 3e, le savoir-être. Là, on parle de la personnalité, de l'attitude, du relationnel. Et l'idée derrière, elle est simple. On peut toujours former quelqu'un sur une compétence technique, mais changer sa personnalité, c'est une autre paire de manches. C'est pour ça que c'est si difficile à évaluer et c'est pour ça que l'entretien est si important. L'entretien, ça reste l'outil numéro 1, l'outil roi du recrutement. Et il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas juste une conversation à bâton rompu. C'est le moment précis où le recruteur va essayer de sonder ce fameux savoir-être. Est-ce que cette personne va bien s'entendre avec l'équipe ? Est-ce qu'elle partage les valeurs de la boîte ? Les questions sont là. Et très souvent, c'est vraiment là-dessus que la décision finale va se jouer.
Alors, pour essayer d'être un peu plus objectifs dans leurs décisions, les recruteurs ont toute une boîte à outils à leur disposition. Ça peut être des tests de logique, des mises en situation professionnelle, des tests de personnalité. La source qu'on analyse mentionne même la graphologie, vous savez, l'analyse de l'écriture. C'est une pratique qui est devenue assez controversée aujourd'hui, mais qui a eu son heure de gloire. Mais le point le plus important à retenir, c'est que tout ça, ce ne sont que des aides, des compléments. Ça ne remplacera jamais, au grand jamais, le jugement humain final. Bon, le choix est fait, le contrat est signé, on pourrait se dire que l'histoire s'arrête là, que le voyage est terminé. Mais en fait, pas du tout. Il y reste une toute dernière étape, et elle est absolument essentielle, c'est l'intégration. Réussir l'accueil d'un nouveau collaborateur, ce qu'on appelle souvent l'onboarding, ça ne s'improvise pas. Ça poursuit des objectifs très précis. En général, on en compte 4 principaux. Parce que oui, l'accueil, c'est pas juste une question de politesse ou de café de bienvenue. C'est une démarche 100% stratégique. Le but, c'est de s'assurer que l'investissement fait au départ porte bien ses fruits. Les enjeux sont donc très clairs. Il faut que la personne s'intègre bien dans l'équipe, qu'elle comprenne vite ce qu'on attend d'elle, qu'elle adhère à la culture de la boîte et surtout qu'elle se sente engagée dès les tout premiers jours. Un bon accueil au final, ça fidélise le talent et ça le rend productif beaucoup plus vite. Et concrètement, ça se traduit par quoi ? Eh bien, par un programme bien structuré. Un accueil par les RH et par le manager direct, bien sûr. La remise d'un petit livret de bienvenue qui explique tout. On fait le tour pour présenter les collègues importants. On visite les locaux. Bref, on met tout en œuvre pour que la nouvelle recrue ne se sente pas lâchée dans la nature et qu'elle ait vraiment toutes les clés en main pour bien démarrer. Alors au final, après tout ce parcours, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? D'un côté, on a vu des étapes très structurées, des outils, des processus quasi scientifiques. Mais de l'autre, on a aussi beaucoup parlé de personnalité, de culture, de feeling, d'intuition. Ce qui nous amène à la grande question. Recruter, est-ce que c'est une science ou est-ce que c'est un art ? Eh bien la réponse, c'est sans doute un peu des deux. C'est peut-être l'art de trouver le bon équilibre. Cet équilibre